Bonjour, ceci est la leçon 15 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Les événements des années 1967-1973 entraînent une transformation profonde de la politique de l'Égypte. Cette transformation a des conséquences importantes pour toute la région et a des conséquences importantes pour la suite du conflit israélo-arabe. Cette transformation politique de l'Égypte, elle correspond à l'arrivée au pouvoir de Sadat. Mais il est probable que si Nasser avait vécu plus longtemps, Nasser qui est mort en septembre 1970, s'il avait vécu plus longtemps, il est probable qu'il aurait tenté un virage politique ressemblant à celui qui a été conduit par Sadat. Il aurait sans doute eu plus de difficultés à le faire parce que sa personnalité était liée à des choix politiques différents depuis très longtemps, alors que Sadat arrive au pouvoir en ayant très peu de réputation politique. On ne sait pas bien où il se situe, on ne sait pas bien quel genre de politique il peut mener. Et donc probablement un changement politique aurait été plus difficile à réaliser par Nasser que par Sadat. Mais il y a des raisons très profondes dans la politique égyptienne, dans la situation de l'Égypte, qui contribuent à rendre probable ce changement. Et cette transformation, elle est due essentiellement à l'importance beaucoup plus grande prise par le conflit avec Israël en général et les guerres pour la population de l'Égypte et pour le gouvernement égyptien. Je crois qu'il faut bien réaliser que la guerre de 1948 en Palestine, pour l'Égypte et les Égyptiens, c'est une toute petite guerre à laquelle ont participé quelques milliers de soldats égyptiens. Ça a eu lieu loin de ce qui est en fait le territoire national de l'Égypte, n'est-ce pas? C'est de l'autre côté du désert du Sinaï. Bien sûr, ça appartient à la souveraineté de l'Égypte, le Sinaï, mais il n'y a presque pas d'Égyptiens à vivre sur ce territoire. Donc, c'est pas une guerre lointaine, mais c'est une guerre éloignée, c'est une guerre limitée qui fait peu de victimes. La guerre de 1956 était une affaire plus grave, mais les Égyptiens l'ont retenue comme une guerre contre la Grande-Bretagne et la France, beaucoup plus qu'une guerre contre Israël, et ils l'ont retenue comme une victoire contre la Grande-Bretagne et la France, la Grande-Bretagne qui est l'ancienne puissance coloniale. Donc ça a quelque chose de très glorieux, c'est une réussite, la guerre de 1956 pour les Égyptiens. Ce n'est pas du tout un drame ou une catastrophe. Et même dans la crise de 1967, jusqu'à ce que les opérations militaires commencent, il semble très fortement que l'attention de Nasser est centrée sur le succès qu'il est en train de remporter dans ses relations avec les autres États arabes, beaucoup plus que sur le danger de guerre avec Israël, que ça c'est un aspect secondaire de sa préoccupation. Bien sûr, ça devient la préoccupation principale à partir du 5 juin. Et la guerre de 1967, elle est très grave pour les Égyptiens. D'abord, ils ont énormément de morts dans l'armée. Les troupes israéliennes arrivent jusqu'au canal de Suez. Le canal de Suez est fermé, va rester fermé jusqu'en 1976, nous le savons, ce qui a des conséquences importantes pour la situation économique de l'Égypte. Ensuite, il y a peut-être encore plus la guerre d'usure, cette guerre de 1969-70 qui fait probablement autant de morts dans l'armée égyptienne que la guerre de 1967.
sur une beaucoup plus longue période, évidemment. Ça représente une intensité de combat moins grande qu'en 1967, mais ça représente des pertes importantes et surtout, la population civile égyptienne devient directement concernée par cette guerre. En 1970, il y a en Égypte des centaines de milliers de réfugiés égyptiens qui ont été évacués des villes qui sont sur le bord du canal de Suez, Suez et Port Saïd, qui sont détruites dans une large mesure par les bombardements aériens ou les tirs d'artillerie des Israéliens. Et les bombardements aériens des Israéliens visent des cibles dans la vallée du Nil, dans la banlieue du Caire. Cette guerre, elle se prolonge, et la guerre d'usure, elle se prolonge, et surtout, elle touche directement les conditions de vie et la survie même, ça fait des morts dans la population civile égyptienne. Et c'est pourquoi je pense que la guerre contre Israël avant 1967 était pour les Égyptiens une sorte d'enjeu idéologique ou idéaliste. Quelque chose, une lutte que l'on menait pour libérer la Palestine, corriger l'injustice commise envers le peuple palestinien et pour montrer la solidarité de l'Égypte avec les autres Arabes et éventuellement donner à l'Égypte un rôle dirigeant dans le monde arabe. Tout ça, c'est des objectifs qui sont sérieux, mais qui ne touchent pas directement les conditions de vie de la population égyptienne. Alors qu'après 1967, la guerre contre Israël a des conséquences qui touchent directement la population égyptienne. Et c'est pourquoi je pense que les dirigeants égyptiens vont se mettre à raisonner différemment sur cette guerre. Et c'est probablement Nasser qui aurait été incité à le faire et qui semble être en train de s'engager dans cette direction au cours de l'été 1970, au moment de la signature du cessez-le-feu correspondant au plan Rogers, le cessez-le-feu sur le canal de Suez, et le rôle que joue Nasser aussi pour mettre fin aux affrontements en Jordanie entre le roi de Jordanie et l'OLP par une intervention qui est en fait une intervention qui favorise la politique du roi Hussein de Jordanie, même si Nasser essaie de le présenter idéologiquement d'une façon un petit peu différente. Sadat, devenu président, va s'appuyer sur le nationalisme égyptien, beaucoup plus que sur le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, l'union des pays arabes, son propre rôle de leader du monde arabe, était, jusqu'en 1967, la motivation dominante de Nasser, l'idée directrice principale de sa politique, et c'est l'idée directrice principale de sa politique en 1967. C'est ça qui le motive au cours de la crise de 1967. Sadat adopte une vision beaucoup plus centrée sur l'Égypte elle-même, et d'ailleurs, en septembre 1971, une des décisions symboliques de Sadat va être de renoncer au nom de République arabe unie, qui était le nom officiel de l'Égypte depuis 1958, et qu'elle a gardé même après la sécession de la Syrie. Et la République arabe unie devient en 1971 la République arabe d'Égypte. L'Égypte retrouve son nom avec un dirigeant qui va se préoccuper bien davantage des intérêts de l'Égypte, des préoccupations de l'Égypte, que
d'une politique pan-arabe ou d'une politique de solidarité arabe beaucoup plus ambitieuse. Beaucoup de gens dans le monde arabe vont accuser Sadat d'être un traître pour cette raison. Pas beaucoup de gens vont rester nassériens dans le monde arabe et peut-être davantage dans les autres pays arabes qu'en Égypte même. Mais en fait, hein, si on regarde le bien qu'avait fait aux autres pays arabes la politique de Nasser avant 1967, il y a eu effectivement un certain nombre d'effets positifs, il y a eu beaucoup plus d'effets négatifs des ambitions pan-arabes de Nasser que d'effets négatifs. Il y a eu les conséquences de la guerre du Yémen, d'abord, et les conséquences de la crise de 1967. Si la crise de 1967 a été menée au nom d'une politique de solidarité avec les Palestiniens, le résultat que ça donne, c'est juste d'aggraver la situation des Palestiniens concrets sur le terrain où ils vivent, pas puisque la majorité d'entre eux se retrouvent sous occupation israélienne à partir de 1967. Donc l'idée que si on fait une politique davantage de nationalisme égyptien ou d'égoïsme national égyptien, peut-être qu'on peut appeler cela comme ça fera du bien à l'Égypte et ça fera pas de mal aux autres, puisque finalement la politique nassérienne dans la période précédente n'a pas eu des effets tellement positifs, tellement avantageux pour les autres Arabes, en dehors de l'Égypte. Ça, c'est la première chose, je crois qu'il faut comprendre, que ce tournant-là de la politique de l'Égypte, il est conduit par Sadat, il est l'œuvre de Sadat, mais il correspond à un moment où il était logique dans l'histoire égyptienne, dans la population égyptienne, qu'un changement se fasse dans cette direction. Et je crois l'autre chose qu'il faut comprendre pour la suite de l'histoire, c'est que ce changement va rendre les Égyptiens à la fois plus efficaces pour faire la guerre et pour faire la paix. Que la guerre de 1973 sera menée par les dirigeants égyptiens et par les soldats égyptiens de façon beaucoup plus compétente que la guerre de 1967, parce que c'est une guerre qui correspond à des objectifs concrets et non pas à des grands objectifs idéalistes mal définis comme l'était la guerre de 1967. Et ensuite, si l'Égypte réduit ses ambitions aux ambitions des intérêts de l'Égypte en se désintéressant davantage des intérêts des autres pays arabes, c'est évidemment plus facile de faire la paix avec Israël. Les Égyptiens, par cette transformation qui se fait entre 67 et 73, qui n'est pas seulement l'œuvre de Sadat, mais qui est conduite par lui à partir de 1970, cette transformation rend les Égyptiens plus efficaces pour faire la guerre et plus efficaces pour faire la paix. C'est ça le secret des changements qui se font après 1970 dans les données du conflit israélo-arabe. Alors, quelles sont les initiatives de Sadat? D'abord, il prend toute une série d'initiatives de la politique interne, notamment il donne à son régime une apparence et sans doute une réalité plus libérale que sous le régime de Nasser. On libère toute une série de prisonniers politiques, on détruit une prison symboliquement pour bien montrer que maintenant il va y avoir plus de liberté en Égypte. Les membres du gouvernement qui étaient les plus nassériens, les plus fidèles à l'ancienne orientation de la politique nassérienne, intransigeante face à Israël et de solidarité avec les autres États arabes. Ces gens sont éliminés du gouvernement en avril 1971. Les nassériens idéologiques étaient assez puissants dans les universités. Les étudiants égyptiens étaient souvent admirateurs de Nasser
Sadat, au début de son arrivée au pouvoir, apparaît comme un homme médiocre. Il apparaît comme un homme médiocre à tout le monde. Et donc, alors que Nasser, c'était le grand héros de l'indépendance de l'Égypte, de la nationalisation du canal de Suez, etc. Et donc, beaucoup d'étudiants étaient nassériens dans les universités pour lutter contre leur influence. Sadat va favoriser l'influence dans les universités notamment et en Égypte des frères musulmans, pas d'une association de musulmans militants qui étaient persécutés, dont les dirigeants étaient mis en prison sous Nasser et qui vont avoir plus de liberté ensuite en Égypte. Sadat va le payer plus tard parce que c'est par des islamistes venus des frères musulmans qu'il va être assassiné. Mais dans la montée de l'islamisme comme idéologie contestataire dans les pays arabes, en même temps que le déclin du nationalisme arabe unificateur. Là aussi, le passage de Nasser à Sadat à la tête de l'Égypte est un élément de virage. Les contestataires du statu quo politique seront de moins en moins dans le monde arabe des militants nationalistes et de plus en plus des militants islamistes. Mais au début des années 70, ces islamistes, on leur donne une certaine plus de liberté que sous le président précédent. On leur donne sous Sadat plus de liberté dans un but conservateur, dans un but de s'opposer à des gens considérés par le nouveau pouvoir comme une menace pour lui. C'est dans le même contexte que le nom de l'Égypte change, pas que la République arabe unie redevient l'Égypte. Entre 1971 et 1972, Sadat fait toute une série de propositions publiques pour mettre fin au conflit avec Israël. Notamment, il déclare que l'Égypte pourrait mettre fin à l'état de guerre avec Israël à condition qu'Israël évacue tous les territoires occupés en 1967. Tout, ça veut dire tous les territoires égyptiens occupés en 1967. Ça peut vouloir dire aussi tous les territoires, y compris ceux qui ont été pris à la Syrie ou à la Jordanie. Donc, dans ce genre de déclaration, Sadat ne donne pas encore l'impression de se désolidariser des autres États arabes. Ces propositions de règlement en échange des territoires, qui était un peu ce que certains Israéliens en 1967 disaient souhaiter. Au début de l'occupation des territoires, en 1967, beaucoup d'Israéliens vont justifier cette occupation en disant on a une monnaie d'échange pour une éventuelle négociation avec les États arabes. On pourrait échanger les territoires contre la paix. Pour les dirigeants israéliens de 1971, il est clair que s'ils échangent des territoires contre la paix, ça ne sera pas tous les territoires et qu'ils ont bien l'intention d'en garder une bonne partie. Sadat menace de ne pas renouveler le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, vous en souvenez, qui a été convenu en août 1970 pour des périodes de 90 jours, qui doit être renouvelé tous les 90 jours. Il menace de ne pas le renouveler, les Israéliens s'en fichent. Ils sont persuadés que l'Égypte est incapable de faire la guerre, que l'Égypte, déjà sous Nasser, était incapable de faire la guerre et que dirigée par Sadat, elle sera encore moins capable de faire la guerre. Sadat finit par ne pas renouveler le cessez-le-feu, mais continuer à le respecter, ce qui a pour conséquence que le cessez-le-feu devient indéfini dans le temps, ce qui finalement fait encore plus l'affaire des Israéliens que si le cessez-le-feu devait être renouvelé tous les 90 jours. Et donc, on est en 1972 là maintenant et
les Israéliens sont plus persuadés que jamais qu'ils sont dans une situation de force extraordinaire et que l'occupation des territoires occupés va pouvoir durer pendant très longtemps sans qu'aucun État arabe soit capable de les menacer vraiment. C'est à ce moment-là que Sadat, en juillet 1972, prend sa première mesure surprenante. En juillet 1972, Sadat annonce publiquement qu'il a demandé le renvoi en URSS des conseillers militaires soviétiques qui étaient présents en Égypte. Il y avait plusieurs milliers de conseillers militaires qui étaient là pour aider l'armée égyptienne, conseiller l'armée égyptienne. Cette décision, il est probable qu'elle est assez populaire chez les militaires égyptiens qui avaient des relations difficiles pour beaucoup de raisons avec les militaires soviétiques qu'ils considéraient comme arrogants, méprisants très très souvent. Donc pour le soutien politique de l'armée en sa faveur, cette décision est une décision plutôt favorable. Les Israéliens et le reste du monde vont interpréter cela comme la preuve que l'Égypte a renoncé à faire la guerre, que pour que l'armée égyptienne soit capable de faire la guerre, il faut qu'elle ait ses conseillers militaires soviétiques, ce qui bien sûr, nous le verrons un an plus tard, était une erreur d'analyse complète. C'est clair aussi que c'est une ouverture vis-à-vis des États-Unis. Que pour les dirigeants américains de l'époque, cette décision de Sadat le rend spécialement intéressant pour les dirigeants américains. On a là un recul de l'influence soviétique dans la région du Moyen-Orient. L'Union soviétique a des intérêts dans d'autres pays du Moyen-Orient, notamment la Syrie et l'Irak à ce moment-là, mais l'Égypte est le pays le plus important, c'est le pays central dans le monde arabe, et c'est là que l'investissement militaire soviétique est le plus important, c'est là qu'ils ont livré le plus d'armes, qui très souvent ont été achetées à crédit. L'Égypte est endettée très gravement envers l'Union soviétique à ce moment-là. Malgré le recul ou l'échec partiel que ça représente pour la politique soviétique, l'URSS n'a pas les moyens d'empêcher cela. L'Égypte n'a pas de frontière commune avec l'URSS, ce qui fait que les soviétiques ne peuvent pas envahir l'Égypte comme ils ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968, ou comme ils envahiront l'Afghanistan plus tard, qui sont des pays qui ont des frontières communes avec l'URSS. Là, c'est trop loin, et puis il y a la Turquie et l'Iran au nord qui font barrage. Les soviétiques ne peuvent pas envoyer des troupes en Égypte, même par avion, contre la volonté du gouvernement égyptien et celle du gouvernement turc, qu'il faudrait survoler la Turquie membre de l'Alliance Atlantique. Ça ne peut pas marcher. Les soviétiques n'ont pas les moyens d'empêcher cette décision. Ils n'ont pas non plus intérêt à faire des représailles contre ça, à prendre des mesures de rétorsion contre l'Égypte pour punir l'Égypte de cette décision. Parce qu'ils aggraveraient les choses. Parce qu'ils gardent une certaine influence en Égypte, parce que l'Égypte continue à avoir une armée entièrement équipée de matériel soviétique, et l'Égypte continue à acheter des armes en Union soviétique. Ces armes vont être importées en très grand nombre en 72-73 pour préparer la guerre de 1973, et ces achats d'armes sont
financé très largement par la Libye d'une part, qui est devenue un producteur de pétrole important depuis très peu d'années, et par les États pétroliers du Golfe, qui sont des pays conservateurs et pour qui voir l'Égypte s'éloigner de l'Union soviétique, c'est considéré comme plutôt une bonne nouvelle, et que donc il faut aider ce pays à continuer dans cette direction. Donc en fait, loin de s'affaiblir militairement en renvoyant les conseillers soviétiques, les Égyptiens ont probablement amélioré le moral de leur armée, la capacité de décision des officiers, des généraux de l'armée égyptienne, et n'a pas porté atteinte à l'équipement de cette armée. L'équipement de cette armée, d'origine fabrication soviétique, continue à augmenter après le départ des conseillers en 1972. C'est dans ce contexte que va être déclenchée la guerre de 1973. Alors, cette guerre, elle est une surprise, mais elle n'est pas une guerre accident. Dans le cas de la guerre de 1967, je vous ai dit, c'est une guerre accident. C'est une guerre qui est sortie des décisions prises pendant la crise. Il y a un certain nombre de décisions qui sont prises pendant la crise et qui finissent par rendre cette guerre inévitable ou très difficile à éviter. Mais elle n'était pas évitable au début de l'année 1967. Si la crise avait pu être désamorcée en 1967, la situation était assez stable entre Israël et ses voisins depuis 10 ans. Elle aurait pu rester stable pendant encore très longtemps. Il n'y avait pas de fatalité qui conduisait à la guerre de 1967. C'est vraiment un concours de circonstances. En même temps, le 5 juin 1967, la guerre n'est pas une surprise. On sait qu'elle est inévitable. Elle est inévitable depuis la fermeture du détroit de Tirane le 22 mai. Pas très probablement. Là, on sait qu'il y a une guerre qui est très probable. Dans le cas de la guerre de 1973, le 6 octobre, quand commence la guerre, elle est complètement une surprise. On ne s'y attendait pas du tout. Mais on savait depuis des années qu'il était très improbable que l'Égypte et la Syrie acceptent sans réagir la poursuite de l'occupation de leur territoire. Pas qu'il fallait et que les Israéliens ne céderaient pas, étaient vraiment décidés, à partir de 1970 certainement, les dirigeants israéliens sont très clairement décidés à garder ces territoires, à ne pas faire de concessions, en pensant que la menace de guerre était très faible, mais que c'est inacceptable comme situation pour les Égyptiens et pour les Syriens, et que donc il y a une probabilité importante de guerre, on le sait depuis assez longtemps, mais le 6 octobre, c'est vraiment une surprise. Alors cette guerre, je dirais, c'est la première guerre vraiment politique des Arabes. Vous connaissez la formule de Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Il y a des guerres qui ont des objectifs politiques assez précis, et puis il y en a d'autres dont l'objectif politique est très flou. L'objectif politique des Arabes en 1948, il est flou et mal défini. L'objectif politique en 1967, il est très imprécis là aussi, et la stratégie militaire n'est pas du tout définie en fonction d'un objectif politique clair. En 1973, il y a un objectif politique clair et il y a une stratégie militaire définie en fonction de cet objectif. L'objectif, c'est de débloquer la situation en montrant aux Israéliens que la poursuite de l'occupation des territoires est très coûteuse, contrairement à ce qu'ils pensent. Ils pensent en 1972, au début de 1973, que le statu quo peut durer pendant très longtemps sans que ça présente aucun problème, et de montrer aux Américains que le maintien du statu quo est très dangereux pour l'équilibre de l'ensemble de la région. Donc il faut à la fois un effort militaire contre
les Israéliens, et il faut une stratégie pour inquiéter les Américains. Et ça va être la guerre elle-même, qui évidemment est inquiétante pour les Américains, mais surtout l'utilisation de l'arme du pétrole. Je vais en parler à l'instant. Donc, le but, c'est de faire la guerre avec des armes soviétiques pour amorcer un processus de négociation qui devra ensuite être fait avec l'aide des États-Unis, parce que les États-Unis sont le seul pays qui peut faire des pressions sur Israël. Donc, si on pense qu'il va falloir négocier avec Israël après une guerre, on n'est pas en train de faire une guerre pour détruire Israël, on est en train de faire une guerre pour obliger Israël à négocier et pour créer un rapport de force favorable à cette négociation. C'est ça l'objectif. On n'est plus du tout dans un objectif extrême de destruction de l'État d'Israël. Cet objectif, il est devenu complètement irrationnel. Et il est à peu près certain que Sadat savait cela et comprenait cela. Israël a des armes nucléaires. Ces armes nucléaires ont été construites progressivement dans les années 60, avec l'aide de la France d'ailleurs à l'origine, à l'époque de l'alliance très très étroite entre la France et Israël, pas dans les années 50, dans le contexte de crise de Suez et de la période qui suit la crise de Suez. Une coopération très très étroite entre les deux armées, entre les milieux industriels en France et Israël. Et c'est avec l'aide de la France qu'a été construit un réacteur nucléaire dit expérimental en Israël qui en fait permet de produire du plutonium qui peut être utilisé pour fabriquer quelques bombes atomiques. Il est possible que Israël avait déjà quelques bombes atomiques en 1967. Je ne suis pas sûr de ça. Parce que l'armement nucléaire israélien n'a jamais été déclaré officiellement. Les Israéliens ont, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, pour politique dans ce domaine, de ne pas déclarer qu'ils ont des armes nucléaires et de ne pas non plus déclarer qu'ils n'en ont pas, en pensant que l'incertitude est ce qui a une efficacité pour dissuader des adversaires éventuels. Donc Israël est une puissance nucléaire à peu près certaine, mais non officielle. Et en 1967, ça n'était pas évident. En 1973, c'est évident que Israël a presque sûrement des armes nucléaires. Et ça a une conséquence évidente pour les adversaires d'Israël, notamment pour l'Égypte, c'est que on ne peut plus gagner une guerre totale contre Israël. On ne peut plus penser qu'une victoire militaire contre Israël entraînerait la disparition de l'État d'Israël. Parce que, évidemment, un État qui possède des armes nucléaires et qui est en train de perdre une guerre conventionnelle qui est une défaite totale, qui entraîne la destruction de l'État, là, il y a une quasi-certitude que les armes nucléaires, ils vont les utiliser pour essayer de se sortir de cette situation complètement catastrophique. Donc, on peut encore faire une guerre limitée contre Israël, on peut faire une guerre limitée pour les chasser de la zone du canal de Suez et montrer que la poursuite de l'occupation est beaucoup trop coûteuse, et puis avoir un cessez-le-feu, et puis engager un processus de négociation. Ça, on peut le faire, et c'est entreprendre de faire une guerre pour détruire l'État d'Israël, pour remporter une victoire totale sur l'armée israélienne. Ça ne serait pas raisonnable du tout, parce que ça voudrait dire recevoir une bombe atomique sur le Caire, ou pire, recevoir une bombe atomique sur le barrage d'Assouan. Il y a ce barrage énorme au sud de l'Égypte, avec un bassin de retenue gigantesque qui s'étend jusqu'au Soudan. Et si ce barrage était détruit par une attaque nucléaire, et si toute l'eau du barrage se dévalait la vallée du Nil, ça ferait des dizaines de millions de morts en Égypte. On ne peut pas gagner une guerre si ça doit coûter cela, ou si ça risque de coûter cela. Face à Israël équipé d'armes nucléaires, on peut peut-être encore faire des guerres limitées. On ne peut plus faire une guerre totale, faire une guerre avec le but de détruire l'État d'Israël. Donc c'est ça l'objectif politique, il est clair, il est cohérent,
Euh, pour cela, Sadat a besoin de l'aide de la Syrie qui va attaquer au nord sur le Golan en même temps. Les deux armées se coordonnent. Sadat avait mis le moins de gens possible dans le secret de son intention d'attaquer. Bien sûr, les généraux de son armée, bien sûr, le président Assad en Syrie, et bien sûr, le roi d'Arabie Saoudite, pour qu'il se prépare à utiliser l'arme du pétrole contre les pays occidentaux et contre les Américains pour amplifier l'inquiétude déclenchée, provoquée dans le reste du monde par la guerre. Et la stratégie militaire, elle va être une stratégie réfléchie cette fois, contrairement à ce qui avait été fait en 1967. Je crois que les généraux égyptiens, et peut-être Sadat lui-même, ont dû réfléchir au problème suivant. Comment faire une guerre contre un adversaire quand on sait qu'on a une armée moins compétente que l'adversaire? Pas que, même si les soldats égyptiens ont fait beaucoup de progrès depuis 1967, en 1973, leurs chefs savent que les soldats israéliens continuent à être mieux entraînés, plus brillants, capables de faire des opérations plus compliquées. Il faut donc mener des batailles simples. Alors la bataille simple, ça consiste à traverser le canal de Suez. Les Égyptiens possèdent des missiles anti-aériens qui leur ont été livrés par les Soviétiques. Ils rapprochent ces bases de lancement de missiles du canal pour que les missiles couvrent la zone du canal et puissent abattre des avions israéliens qui viendraient bombarder les ponts mis sur le canal par les Égyptiens pour traverser le canal. Il faut traverser le canal. Ça n'est pas très difficile. On a beaucoup prétendu qu'il y avait eu des fortifications très importantes faites par les Israéliens le long du canal, que c'était difficile à franchir. En fait, il y a des fortins qui ont été construits par les Israéliens pendant la guerre d'usure, essentiellement pour abriter les soldats. Quand il y avait des tirs d'artillerie des Égyptiens sur la rive occupée par Israël, donc la rive orientale du canal, les soldats pouvaient s'abriter dans des petites casemates en béton qui les protégeaient des tirs d'obus. C'était très peu des fortifications, il y avait ces fortins le long du canal, il y avait bien sûr des espaces importants entre eux. Il y avait, semble-t-il, le 6 octobre 1973, moins de 1000 soldats israéliens sur les 200 kilomètres du canal de Suez, n'est-ce pas, dans ces petits fortins. Donc ça ne représentait pas un obstacle très important. Il suffisait de traverser le canal, d'abord avec des canaux pneumatiques, puis ensuite de poser des ponts flottants, de traverser le canal à des endroits où il n'y avait pas de fortins, pour passer entre les fortins, encercler les fortins ensuite par derrière, et installer des positions défensives à une dizaine de kilomètres du canal de l'autre côté, avec des soldats qui étaient équipés de missiles anti-chars, des missiles guidés par fil, assez faciles à utiliser par les soldats, pour détruire les blindés des Israéliens qui contre-attaqueraient. Les fortins en question ont été isolés et puis pris tous les uns après les autres par les soldats égyptiens, à l'exception d'un seul qui va résister jusqu'à la fin de la guerre. Alors, du côté israélien, il va y avoir au début de cette guerre énormément de cafouillage. D'abord parce que les Israéliens vont mettre très longtemps à comprendre qu'il y a une attaque qui est en train de se préparer. Il y avait sur le canal de Suez, enfin du côté israélien, du côté occupé par les Israéliens du canal de Suez, des gens qui étaient là pour observer ce qui se passe de l'autre côté, avec des jumelles, avec des radars, avec de l'écoute radio, et ils font des rapports dans les jours qui précèdent le 6 octobre, disant il y a des mouvements de troupes égyptiennes, cette fois c'est trop important pour être des manœuvres, ils préparent une attaque. Et ils envoient ce rapport à leur supérieur hiérarchique, responsable des renseignements, qui reçoit ce rapport, qui ne croit pas que les Égyptiens peuvent attaquer,
parce qu'il est tellement sûr que le rapport de force est devenu beaucoup plus favorable pour Israël. Et effectivement, les Israéliens en 67 avaient moins de matériel que les Égyptiens et les Syriens. Ils l'utilisaient mieux, ils avaient un personnel plus nombreux, plus compétent pour l'utiliser. Je vous ai déjà expliqué ça. Mais en 73, l'écart de matériel est devenu beaucoup plus faible. Maintenant, les Israéliens ont beaucoup plus de matériel qu'en 67. Ils ont des avions américains beaucoup plus puissants que les avions français qu'ils avaient en 1967, etc. Donc, les Israéliens sont persuadés que le rapport de force leur est plus favorable qu'en 67 et sont persuadés que le niveau technique de leur armée est encore très supérieur à celui des autres et que les autres le savent et que donc les autres ne peuvent pas raisonnablement déclencher une attaque qui est sûre de tourner à la catastrophe pour eux très rapidement. Que donc les Égyptiens et les Syriens ne peuvent pas décider raisonnablement une attaque. Et donc les observateurs israéliens le long du canal, ils se trompent évidemment. Et le responsable des renseignements en question transmet l'information à l'état-major à Tel Aviv, il transmet le rapport de ses subordonnés, mais change la conclusion, qui disait que ce n'était pas des manœuvres, mais que c'était une vraie attaque qui se préparait. Bon, ça va être révélé par une commission d'enquête israélienne au début de 1974 qui va étudier les différentes erreurs faites au début de la guerre, ou avant la guerre, ou au début de la guerre, pour expliquer les difficultés des Israéliens en 1973. Donc, il y a un effet de surprise. Les dirigeants israéliens n'ont pas vu ce qui se préparait parce qu'ils ne voulaient pas le voir et non pas parce qu'ils ne pouvaient pas parce que leur préconception les empêchait de comprendre les informations qu'ils pouvaient recevoir de ce qui se passait du côté égyptien et du côté syrien. Il lance une contre-offensive, alors d'abord une contre-offensive aérienne contre les ponts égyptiens sur le canal, contre-offensive aérienne qui perd énormément d'avions à cause des missiles anti-aériens placés par les Égyptiens à proximité du canal, et il lance une offensive de blindés contre les troupes égyptiennes qui ont traversé le canal, offensive de blindés qui échoue avec des pertes très importantes à cause de ces petits missiles anti-chars maniés par des soldats égyptiens qui se sont mis dans des trous, à qui on a appris à utiliser, à guider ces missiles, pas qui sont des missiles, il y a des fils, et puis c'est un peu comme un jeu vidéo, si vous voulez, avant la lettre, où on guide le missile pour frapper le tank qui arrive en face. Et donc les Israéliens renoncent à ce genre d'attaques qui deviennent beaucoup trop coûteuses. La décision de mobiliser l'armée israélienne n'a été prise que dans l'après-midi du vendredi. Le 6 octobre, c'est un samedi. C'est un samedi midi, donc en plus c'est le jour du Shabbat. Donc tout est fermé en Israël, les communications sont plus difficiles. C'est difficile d'organiser la mobilisation de l'armée. La décision de mobiliser l'armée, elle est prise dans la journée du vendredi. C'est là que les informations deviennent vraiment suffisamment évidentes pour que le gouvernement et l'état-major se décident à réagir. Donc il faut finir la mobilisation de l'armée et il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation. Sur le Golan, la situation est presque plus dangereuse. Les forces armées syriennes ont réoccupé presque tout le Golan dans les heures ou les jours qui suivent immédiatement le 6 octobre 1973. Il faut lancer une contre-offensive, là aussi, avec un appui aérien. C'est là qu'est la menace la plus immédiate. C'est là que la réaction israélienne va se développer d'abord. Et avec un certain délai, il va y avoir une réaction aussi sur le front face à l'Égypte. Les Israéliens, pendant cette guerre, se retrouvent en situation de pénurie de matériel, souvent de pénurie d'obus pour les canons, des choses comme ça, qu'il faut faire venir des États-Unis.
les États-Unis vont retarder, les dirigeants américains vont retarder de plusieurs jours la décision d'envoyer de l'aide avec un pont aérien vers Israël pour accentuer la capacité de pression des États-Unis sur Israël. Le secrétaire d'État américain à ce moment-là, c'est Kissinger. Et Kissinger a compris que la politique de l'Égypte pouvait être très avantageuse pour les États-Unis. Et il a compris que les États-Unis avaient besoin de moyens de pression très efficaces sur Israël. Et pour ça, il faut qu'Israël devienne vraiment très dépendant des livraisons d'armes américaines qui sont retardées au début pour accentuer la capacité de pression des États-Unis sur Israël. Au cours des opérations, qui vont donc durer 3 semaines, ça va être beaucoup plus long que la guerre de 1967, le rapport de force technique entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne va jouer de nouveau. Une fois que l'armée israélienne est entièrement mobilisée, qu'elle peut lancer une contre-attaque, les aviateurs vont apprendre comment éviter les fusées antiaériennes, que ce n'est pas fatal d'être abattu par une fusée antiaérienne, il suffit d'étudier les manœuvres que la fusée antiaérienne n'est pas capable de suivre. Ce qu'on disait aux aviateurs israéliens, c'est les pilotes égyptiens, ils ne sont pas très bons, mais le robot qui guide une fusée antiaérienne, il n'est encore moins bon qu'un pilote égyptien. Donc, si vous apprenez le comportement du robot, vous devez être capable d'éviter les fusées antiaériennes. Donc, les Israéliens retrouvent une certaine liberté de manœuvre pour leur aviation et ils vont lancer une opération extrêmement difficile qui consiste à percer les lignes égyptiennes qui se sont formées sur la rive orientale du canal, donc dans le Sinaï, pour atteindre le canal de Suez la nuit, commencer à traverser sur le canal de Suez à la limite des grands lacs amers. Le canal de Suez traverse un lac, donc la traversée s'est faite juste à cet endroit-là, ce qui permet de passer sur le lac avec des canaux pneumatiques et non pas sur le canal lui-même, c'est plus facile de passer inaperçu. Il y a des troupes israéliennes qui passent sur la rive occidentale du canal et qui vont très vite monter des opérations mobiles, installer un pont fixe, pas vraiment un pont, ils ont utilisé d'énormes tuyaux en ciment qui étaient destinés à construire un aqueduc en Israël, qu'ils ont fait rouler dans le canal en les empilant, en mettant du gravier dessus pour faire une route, en fait. C'est même pas un pont, c'est une route qui traverse le canal de Suez pour faire passer des blindés en grand nombre, pour lancer une offensive importante sur la rive occidentale du canal. L'armée égyptienne a énormément de mal à réagir assez vite face à cette situation. Ces troupes israéliennes vont s'orienter vers le sud, atteindre la ville de Suez, bloquer la ville de Suez, donc assiéger la ville de Suez et assiéger la moitié des troupes égyptiennes qui avaient traversé le canal. La moitié de l'armée, elle était au nord, elle continue à pouvoir communiquer avec l'Égypte. Mais la moitié de l'armée égyptienne qui avait traversé le canal, elle est maintenant encerclée par l'opération israélienne qui est passée de l'autre côté. Le gouvernement égyptien commence à paniquer un peu. Il demande aux soviétiques de les aider. Les soviétiques demandent au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une demande de cessez-le-feu. Les États-Unis acceptent et un cessez-le-feu est décidé par le Conseil de sécurité. Il y a un petit peu de difficultés pour l'appliquer. Il est effectif à partir du 25 octobre. Le même jour, le 25 octobre, a lieu une alerte nucléaire américaine. Les Américains déclarent que des navires de guerre soviétiques qui étaient en Méditerranée sont allés dans des ports égyptiens, notamment à Alexandrie, un grand port égyptien sur la Méditerranée, et que ces bateaux de guerre ont des armes nucléaires à bord. Et que donc,
il y a une sorte de menace nucléaire silencieuse, non déclarée. Les Soviétiques ont toujours dit qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires sur leurs bateaux. Mais les Américains disent qu'il y avait des armes nucléaires sur ces bateaux de guerre, ce qui est tout à fait possible. Et donc les Américains exigent des Soviétiques qu'ils retirent ces armes nucléaires de la région, et donc ils retirent les bateaux qui portent ces armes nucléaires et mettent en alerte toutes leurs forces nucléaires dans le monde pour appuyer cette menace faite à l'Union soviétique. Bon, cette crise nucléaire du 25 octobre 1973, qui est apparue à l'époque comme quelque chose de très grave, en réalité, elle était peut-être aussi grave que la crise de Cuba de 1962, peut-être même potentiellement plus grave que la crise de Cuba de 1962, parce que l'Égypte et Israël ont une marge de manœuvre dans cette affaire. Hein, et les Américains ne contrôlent pas bien les Israéliens, et les Soviétiques ne contrôlent pas bien les Égyptiens. Alors que la crise de 1962 était une crise directe entre Soviétiques et Américains, dans laquelle Fidel Castro et le gouvernement de Cuba n'ont pas eu beaucoup leur mot à dire et n'avaient pas beaucoup de capacité d'influencer sur le déroulement des événements. Donc peut-être qu'il y a eu, en octobre 1973, un risque grave que quelqu'un prenne une initiative dangereuse, soit en Égypte, soit en Israël, et que ça provoque une escalade qui tourne mal entre les Soviétiques et les Américains. Ce n'était pas très probable. Hein. Au cours de la guerre froide, on n'est jamais passé tout près de la guerre nucléaire générale. Même pas en 1962. Peut-être qu'on est passé assez près, ou pas très loin, en 1973. Peut-être que c'était seulement une gesticulation. Peut-être que le but de l'alerte nucléaire américaine, c'était d'obliger les Israéliens, qui respectaient très mal le cessez-le-feu face aux Égyptiens, de les obliger à arrêter. Les forces israéliennes qui étaient de l'autre côté du canal, elles étaient très puissantes, mais elles étaient très vulnérables aussi. Et évidemment, pour solidifier leur position, elles avaient tendance à bouger, elles avaient tendance à occuper de nouvelles positions, même après l'acceptation du cessez-le-feu. Et les Américains avaient besoin d'imposer leur autorité aux Israéliens. De leur dire, écoutez, le jeu est devenu beaucoup trop grave, maintenant c'est l'affrontement nucléaire entre les Soviétiques et nous, le vrai sujet, et donc vous devez écouter ce qu'on nous dit. Peut-être que c'est seulement ça qui s'est passé en octobre 1973. Mais à l'époque, ça a été vécu comme quelque chose de très spectaculaire et de très inquiétant dans le monde. La guerre elle-même, elle a fait 2700 morts dans l'armée israélienne. Je vous rappelle qu'en 67, il y en a eu 800 en 6 jours. Là, il y en a 2700 en 19 jours. Donc ça en fait un petit peu plus par jour, mais pas beaucoup plus. En fait, la guerre, elle est plus meurtrière parce qu'elle est beaucoup plus longue que prévu. Parce que les Israéliens, le 6 octobre, quand commence l'attaque égyptienne, qu'ils lancent leur contre-attaque aérienne et leur contre-attaque de blindés, ils sont persuadés qu'ils vont régler ça très très vite. Et ça a pris beaucoup plus de temps, ça a été beaucoup plus difficile que prévu, et avec plus de pertes que prévu. Il y a eu 8000 soldats égyptiens de tués, ce qui est moins qu'en 1967. En 1967, ils en avaient eu au moins 10 000, et 3000 soldats syriens. Les Syriens ont beaucoup plus de morts en 1973 qu'en 1967. Les Syriens ont combattu très sérieusement et ont représenté un problème très grave pour Israël en 1973. Alors qu'en 1967, lorsque les Israéliens attaquent sur le Golan, l'armée syrienne se retire presque sans combattre et a en fait très peu de pertes. Alors, les conséquences immédiates de cette guerre, c'est la dépendance d'Israël envers les livraisons d'armes américaines,
j'en ai parlé déjà. La deuxième, c'est l'utilisation de l'arme du pétrole. Les dirigeants arabes ont compris que organiser un embargo sur les livraisons de pétrole vers les pays occidentaux pour les punir de leur soutien à Israël, comme ils l'ont fait en 1967, que c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a des pays producteurs de pétrole qui ne sont pas des pays arabes, qui n'ont aucune raison de se joindre à une mesure d'embargo des Arabes contre les pays occidentaux. Un pays qui fait un embargo sur les exportations de pétrole, ça veut dire qu'il perd de l'argent. Pourquoi l'Iran, pourquoi le Venezuela accepterait-il de perdre de l'argent pour aider les Arabes dans une guerre contre Israël et des pressions sur les États-Unis à cause de la guerre contre Israël? Donc la stratégie qui va être suivie par les Séoudiens, et en parlant très intensément avec les Iraniens, je ne sais pas qui a fait comprendre à l'autre que c'était comme ça qu'il fallait procéder, que ce qui est décidé, c'est une augmentation du prix du pétrole. Et l'augmentation du prix du pétrole va être faite par étapes et en 3 mois, le prix du pétrole va quadrupler entre octobre 1973 et le début de l'année 1974. Alors, pour les pays producteurs de pétrole qui ne sont pas des pays arabes, comme l'Iran ou le Venezuela, évidemment, l'augmentation des prix, c'est très avantageux. Ça ne les dérange pas du tout, et donc ils s'associent aux pays arabes producteurs de pétrole. Et ceux-ci font des embargos symboliques contre les États-Unis, qui sont le fournisseur d'armes d'Israël. Et donc il y a un embargo contre les livraisons de pétrole par les Arabes et pas par les autres aux États-Unis, ce qui ne dérange pas beaucoup les États-Unis parce qu'ils ont beaucoup de production de pétrole nationale, et contre les Pays-Bas. Les Arabes ont décidé que le pays européen le plus pro-israélien, ce sont les Pays-Bas, et qu'ils font un embargo sur les livraisons de pétrole aux Pays-Bas. Le vrai but, c'est de faire peur aux autres. Ça a pour conséquence, par exemple, que quand les Américains organisent un pont aérien pour transporter des armes vers Israël pendant la guerre, ils demandent à leurs alliés en Europe que les avions de transport puissent se poser sur des aérodromes européens pour ravitailler en carburant, ce qui permet de diminuer la quantité de carburant qu'on met dans les réservoirs et donc d'augmenter les cargaisons transportées par les avions. Et tous les pays européens refusent de laisser les avions américains qui viennent apporter des armes en Israël de se poser sur leur territoire. Le seul pays qui va accepter, c'est le Portugal. Et les avions américains vont pouvoir se poser aux Açores, au milieu de l'Atlantique, où il y a des aérodromes, pour transporter, ravitailler en carburant et transporter des armes vers Israël. L'utilisation de l'arme du pétrole a fait très peur à beaucoup de gens en Europe et dans le monde, et va donner une augmentation considérable de l'influence des pays arabes dans le monde. Par exemple, la plupart des pays d'Afrique qui avaient de très bonnes relations avec Israël vont rompre les relations diplomatiques avec Israël pour pouvoir continuer à recevoir soit du pétrole des pays arabes, soit de l'aide financière des pays arabes. Parce que l'augmentation des prix du pétrole, ça représente évidemment une augmentation considérable des ressources financières des pays pour qui les exportations de pétrole, c'est la ressource la plus importante de l'État, ce qui est le cas de l'Iran, ce qui est le cas encore plus de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a une production pétrolière un peu plus importante que l'Iran, et l'Arabie saoudite a beaucoup moins d'habitants que l'Iran, donc beaucoup moins de dépenses par ailleurs. Et donc, pour les ressources de l'Arabie saoudite à l'époque, c'est le pétrole et rien d'autre. Les ressources de l'Iran, c'est principalement le pétrole. Le quadruplement du prix du pétrole, ça représente une augmentation soudaine des ressources financières de ces pays-là. Et donc, l'influence des pays arabes dans le monde va augmenter beaucoup,
Et ça va avoir une conséquence pour l'influence de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dont je vous ai déjà parlé, qui avait jusque-là une très mauvaise réputation dans les pays occidentaux. C'était considéré comme pas une organisation terroriste, mais presque, du moins une organisation dans laquelle il y a beaucoup de terroristes qui font des attentats ou des détournements d'avions. L'OLP, tout d'un coup, grâce au soutien des pays arabes et à cette influence des pays arabes dans le monde, va obtenir un siège de membre observateur de l'ONU. Ce n'est pas un membre de l'ONU. Il y a d'autres observateurs à l'ONU à l'époque, notamment la Suisse, qui n'est pas membre de l'ONU, mais qui a un siège d'observateur, ou le Vatican, qui a un siège d'observateur. L'OLP se retrouve parmi les observateurs à l'ONU. Et Arafat, le leader de l'OLP, se rend à New York et fait un discours magnifique devant l'Assemblée générale des Nations unies. C'est l'influence des pays arabes amplifiée par l'augmentation du prix du pétrole qui est à l'origine de ce phénomène-là. Comme cette augmentation du prix du pétrole va déclencher une inflation assez élevée dans les économies des pays occidentaux qui va mettre une bonne dizaine d'années pour être contrôlée dans les pays occidentaux. Il y a des taux d'inflation importants dans les pays d'Europe, aux États-Unis, au Canada aussi. Dans les 10 ans qui suivent 1973, l'augmentation du prix du pétrole est le déclencheur de ça, mais elle n'est pas le seul facteur explicatif. Il y a une explication de l'inflation aussi par les politiques monétaires américaines qui ont préparé le contexte qui a pour conséquence que l'augmentation du prix du pétrole déclenche cette inflation. Les conséquences donc dans le monde arabe, c'est cette augmentation des ressources pour certains d'entre eux avec l'augmentation du prix du pétrole, c'est l'augmentation de leur influence dans le monde et c'est le triomphe temporaire de la popularité de Sadat. Sadat devient tout d'un coup le héros de la nation arabe, au moins à égalité de ce que pouvait être Nasser en 1957 ou 58. Ça ne va pas durer longtemps. Mais immédiatement après la guerre, il a un niveau de popularité dans le monde arabe qui est absolument extraordinaire. Évidemment, il a cette volonté de rapprochement avec l'Occident et d'utiliser les États-Unis pour obtenir un règlement négocié. Et il va très vite abandonner l'allié syrien. Les Syriens ont fait un effort très important dans cette guerre. Ils ont eu plus de destruction sur leur territoire que les Égyptiens. Dans la guerre de 1973, les Israéliens se sont complètement abstenus de faire des bombardements aériens sur le territoire de l'Égypte dans la vallée du Nil. Ce qu'ils avaient fait en 1969-70 lors de la guerre d'usure. Ils ne le refont pas pendant la guerre de 1973. Alors qu'ils vont faire ça en Syrie. Beaucoup d'objectifs économiques, beaucoup d'usines vont être bombardées par l'aviation israélienne pendant la guerre de 1973. Donc la Syrie a eu plus de destruction que l'Égypte, en proportion de sa population, autant de soldats tués que l'armée égyptienne. La contre-attaque israélienne sur le Golan a dépassé les limites qui étaient la ligne de cessez-le-feu de 1967 et s'est rapprochée de Damas. Pour la Syrie, la situation à la fin de la guerre est extrêmement inquiétante. Il va y avoir des accords de désengagement signés en 1974, dont je vous parlerai dans la prochaine leçon. Dans ces accords de désengagement, la Syrie n'obtient presque rien, alors que l'Égypte va obtenir des avantages extrêmement importants et Sadat va pouvoir, à partir de là, développer toute une diplomatie qui va conduire au traité de paix avec Israël et à l'évacuation complète des territoires égyptiens occupés, alors que la Syrie ne va pas du tout retirer les mêmes avantages
de l'effort militaire qu'elle a fait dans la guerre de 1973 et qui est, en proportion de la population du pays, au moins égal à l'effort militaire fait par l'Égypte dans cette guerre de 1973. Donc, Sadat va très vite avoir une diplomatie qui développe la méfiance envers lui ou l'hostilité envers lui dans le monde arabe. Mais à la fin de la guerre de 1973, au début de 1974, il est vraiment au sommet de sa popularité dans le monde arabe. En Israël, la situation est très très différente. La guerre a été vécue comme quelque chose de très grave, quelque chose de très inquiétant, quelque chose de très dangereux, avec l'idée dans les premiers jours de la guerre là, que le gouvernement, l'état-major ne savent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. L'armée israélienne de 1973 est dirigée par toute une série de généraux assez jeunes qui ont tous été nommés par Dayan, le ministre de la Défense, depuis moins d'un an. Et très vite, ils vont apparaître comme dépassés par les événements. Et ils ont des prédécesseurs dans les mêmes postes, qui sont des généraux plus expérimentés, qu'on vient de mettre à la retraite, qui sont des hommes de moins de 50 ans, tous, certains d'ailleurs qui sont déjà en train de devenir ministres dans le gouvernement. C'est une des fins de carrière classiques des généraux israéliens. Donc il y a toute une série de généraux à la retraite qui sont envoyés comme conseillers des généraux en charge des décisions, qui en fait se mettent à prendre des décisions à leur place pendant la guerre. Il y a une commission d'enquête qui étudie le déroulement de la guerre, pourquoi on a eu tellement de difficultés, pourquoi on n'a pas su que ça venait, pourquoi on a fait tellement d'erreurs stratégiques au début, pas les premières contre-offensives qui entraînent des pertes tellement importantes. Cette commission d'enquête publie un rapport qui vient après des élections qui ont lieu en Israël le 31 décembre 1973. Il y avait des élections prévues en octobre 1973 en Israël. Évidemment, elles n'ont pas eu lieu pendant la guerre, c'est complètement impossible. Elles ont lieu le 31 décembre. Et elles manifestent, elles rendent évident un recul du Parti travailliste. Enfin, le Parti travailliste qui est le parti le plus important en Israël, qui est le parti qui a dirigé les coalitions gouvernementales depuis l'indépendance, avec Ben Gurion d'abord, et puis Eshkol, et puis Golda Meir, qui a succédé à Eshkol après 1967. J'ai déjà eu l'occasion de le mentionner. Aux élections du 31 décembre, le Parti travailliste obtient 54 sièges, alors qu'il en avait obtenu 60 en 1969. C'est la manifestation du début du déclin du Parti travailliste qui va se poursuivre ensuite. Nous le verrons. Golda Meir, qui était Premier ministre pendant la guerre, le reste après les élections. Dayan, qui était ministre de la Défense, reste ministre de la Défense. La commission d'enquête sur les erreurs commises pendant la guerre blâme une série de généraux et n'adresse aucun blâme à Dayan, au ministre de la Défense. Alors que dans la population, tout le monde, la plupart des gens considèrent que c'est Dayan le responsable de la façon dont cette guerre a été conduite, que c'est lui qui avait choisi les généraux un peu limités qui ont eu du mal à maîtriser la situation dans cette guerre, que c'est lui qui avait défini les objectifs de l'organisation militaire, et c'est lui qui avait, plus que n'importe qui d'autre, développé dans la population et dans l'armée cette espèce de certitude qu'il ne peut rien arriver, pas ce sentiment de force et d'assurance qui caractérise les Israéliens avant la guerre de 1973, et que donc il est le principal responsable de ce qui s'est passé dans cette guerre. Et je crois que c'est un jugement qui est assez juste. En 1967, il venait de devenir ministre de la Défense, mais il n'a pas joué un grand rôle
dans la conduite de la guerre. Il joue un rôle important ensuite dans la politique dans les territoires occupés. Ça, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Et c'est lui le principal concepteur de la stratégie qui va être appliquée en 1973, ou le principal responsable de l'absence de réflexion stratégique, pas de la part de l'armée israélienne avant la guerre de 1973, et donc de la difficulté à maîtriser la situation. Donc, le rapport de cette commission d'enquête, présidée par un juge, blâme certains généraux, demande la démission du chef d'état-major de l'armée, son remplacement par quelqu'un d'autre, etc. Et ne blâme pas le ministre de la Défense, qui semble très choquant à beaucoup de gens. Et puis à cela s'est ajouté un épisode, je trouve ça c'est la politique israélienne à son meilleur à l'époque. Je vous ai fait allusion tout à l'heure aux fortins qui étaient le long du canal de Suez et au fait qu'un des fortins n'a pas été conquis par les Égyptiens. Il a résisté jusqu'à la fin de la guerre. Et l'officier qui commandait ce fortin, et qui évidemment était devenu un héros national pour cette raison, est allé s'installer devant le Parlement à Jérusalem avec une pancarte, demandant la démission de Dayan. Alors, on ne pouvait pas envoyer des policiers avec des matraques, on ne fait pas ça avec un héros national. Et donc, c'était terrible pour la position de Dayan. Cet homme, avec sa pancarte, est devenu le symbole de l'hostilité de la population, du désabusement de la population vis-à-vis de Dayan. Je vous ai dit, je crois, dans une leçon précédente, que entre 1967 et 1973, Dayan est probablement l'homme politique le plus populaire en Israël. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais une majorité de la population qui pense que c'est un type vraiment, vraiment sensationnel. Ce qu'il y a, c'est un désaveu, pas une déception de la part de Dayan. Et donc, Dayan démissionne de son poste de ministre de la Défense. Il n'était pas obligé de le faire, mais il décide de le faire. Et Golda Meir, la chef du gouvernement, démissionne elle aussi. Et le Parti travailliste va chercher comme chef et comme nouveau Premier ministre Rabin. Rabin, c'est l'homme qui était le chef d'état-major de l'armée en 1967. Donc lui, au contraire, c'est celui qui avait remporté une victoire impeccable. On sort d'une guerre décevante, inquiétante, qui s'est passée pas très bien, et on fait appel à l'homme qui a eu, lui, qui a été l'artisan, lui, d'une grande victoire, vraiment, à qui on n'a rien à reprocher. Rabin, qui a atteint l'âge de la retraite très peu de temps après la guerre de 1967, a été pendant plusieurs années ambassadeur d'Israël à Washington. Et il joue un rôle très important dans les livraisons, les achats d'armes et les livraisons d'armes américaines à Israël. Le lien étroit entre Israël et les États-Unis va être cultivé par Rabin comme ambassadeur à Washington. Et puis il était revenu de Washington récemment et il est élu député le 31 décembre 1973. Et il avait un poste de ministre mineur dans le gouvernement et c'est lui qui devient Premier ministre donc au début de l'année 1974. En succédant à Golda Meir, il va rester Premier ministre de 1974 à 1977. Il est face à une situation assez difficile, surtout économique assez difficile. La guerre a coûté très très cher et a déclenché une inflation importante dans la société israélienne. La société israélienne est en difficulté, il faut maîtriser cette situation. La politique de développement des implantations dans les territoires occupés, qui était faible avant 1973, mais que les partis politiques, dans leur programme pour cette élection qui devait avoir lieu en 1973, les partis politiques avaient des projets extraordinaires de développement des implantations dans les territoires occupés. Tout ça est
gelé par Rabin, qui explique qu'il n'y a plus d'argent pour faire ça et que ce n'est pas le moment de développer les implantations dans les colonies. Il va y avoir des militants politiques qui vont essayer de créer des colonies illégales en Cisjordanie, que le gouvernement va envoyer l'armée pour les disperser, ça ne va pas marcher toujours. Bon, il y a un harcèlement entre le gouvernement dirigé par Rabin et les partis militants, les groupes militants pour le développement des implantations dans les territoires occupés. J'aurai l'occasion d'en reparler. Bon, cette période, 74-77, est celle où la politique du gouvernement israélien favorise le moins les implantations dans les territoires occupés. Il les favorisait peu avant 73, il les favorise très très peu, ou même s'y oppose, de 73 à 77. Après 77, il y aura des gouvernements qui favorisent beaucoup plus le développement des implantations dans les territoires occupés. Cette période, 74-77, elle est aussi celle pendant laquelle ont lieu 3 accords de désengagement militaire pour stabiliser la situation issue des opérations militaires de 1973, 2 accords de désengagement avec l'Égypte et 1 accord de désengagement avec la Syrie, dont je vous parlerai dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.